Après, vous avez une méthode un peu plus fine, on va dire, plus discrète, une gamme de méthodes qu'on appelle la méthode par le tri des faits ou par le tri des experts. Donc déjà, vous savez qu'un journal ou un média, quand il vous présente une offre, quand il vous propose la page 1 du Monde ou du Figaro ou de Libération, si vous voulez, on vous met en avant les choses que le journal estime être valeur importante pour votre gouverne et votre réflexion. Mais c'est ce que eux pensent qui est bon pour vous, hein. C'est pas la réalité. La réalité, il y a tellement de faits dans le monde qu'il faudrait des milliers de premières pages, si vous voulez, pour parler de tous les faits qui se passent. Donc ils sont obligés de trier. Mais après, il y a des tri qui sont vraiment sournois. Et il y en a certains qui sont facile à détecter. Je vous en ai montré, je ne vais pas m'apesantir dessus, je vous ai montré le tri des témoignages dans un journal télévisé, par exemple, peut avoir un impact assez démesuré. Je vous avais montré le cas d'un journal télé sur l'homéopathie, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on voyait que si vous prenez que des témoignages de partisans d'un aspect, eh ben, vous aurez l'impression que en fait, le débat est focalisé sur l'opinion de ces gens, quoi, et que c'est cette opinion qui tient la route. S'il n'y a pas de discours discordant, bon, c'est même pas qu'il existe le discours discordant. Donc en fait, en triant les témoignages, on peut donner une sorte de fausse objectivité aux propos qu'on est en train de développer dans son journal télé. Le journal télé étant le meilleur endroit pour... En plus, il y a plein de gens qui sont ravis de passer dans le journal télé. Ils sont très contents. Ils peuvent être interviewés, ils sont contents. Après, ils peuvent montrer à leur boulangère et leur crémier qu'ils étaient à la télé. Donc, tri des témoignages dans le sens de ce qu'on souhaite. C'est assez facile. Méfiez-vous toujours. En plus, je vous ai déjà dit au cours numéro 2 que le témoignage n'est pas une preuve de type scientifique, c'est qu'un indice très maigre et qu'il en faut beaucoup recouper et que je vous engueule si vous faites des biais d'échantillonnage quand vous recueillez des gens pour faire vos tests, que ce soit sur la télépathie ou sur autre chose. Donc, dites-vous bien quel est le biais d'échantillonnage qu'ils ont pu faire pour avoir exactement les 2-3 personnes qui sont venues parler dans leurs journaux télé. Deuxième exemple, réserver un traitement inégalitaire aux interviewés. Il y a plusieurs façons, je vous en montre que 2. Le premier, c'est en temps de parole. Le temps de parole des gens qui sont présentés, parfois, il est vraiment inégalitaire. Alors, je vous ai amené un exemple qui est récent. J'ai pris des exemples récents. Je me suis dit, tiens, bon, vous vous rappelez peut-être de ce débat qui a eu lieu le 20 mars, là, c'était il y a 3 semaines, quoi, il y a 2 semaines et demie sur TF1. Vous avez 5 présidentiables, et puis il y a un problème quand même, c'est que les présidentiables officielles en France en 2017 sont 11. On se dit, tiens, c'est marrant, ils sont où les autres, quoi? Il faut attendre de lire le Canard enchaîné de la semaine suivante pour comprendre pourquoi ils ne sont que 5. Et la réponse, c'est parce que les annonceurs l'ont demandé à TF1, ils ont dit que s'il y avait 11 intervenants, ça ferait trop, qu'on risquerait de perdre de l'audience, et ce qui compte, c'est l'audience. Et donc la meilleure forme, après quelques tests réalisés, ils se sont rendus compte que la forme optimale, c'était 5, et il valait mieux prendre les 5 plus gros. Donc c'est une pression commerciale qui a fait qu'ils en ont pris 5 et pas 11. Après, il y aurait eu des problèmes techniques, probablement. Maintenant, d'avoir 11 personnes à partager pour 3 heures d'émission, c'est sûr que c'est compliqué, mais n'empêche que le fait est qu'il y a eu un tri en temps de parole, et donc ces gens-là qui ont déjà... On appelle ça parfois l'effet Matthieu, parce que dans l'Évangile, il y a une phrase qui dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a une phrase qui dit « À ceux qui ont beaucoup, on donnera beaucoup, puis à ceux qui ont peu, on donnera peu ». Les petits candidats qui auraient plutôt besoin de faire connaître leurs opinions, qui ont l'air d'être minoritaires, c'est à eux qu'on devrait donner plus de place au final. Et là, on ne fait donner que de la place à des gens qui ont déjà gravement pignon sur rue. Alors, j'ai pris les chiffres du CSA, là. Entre le 1er février et le 20 mars 2017, sur les 25 principales chaînes TV et radio, Poutou, ça vous dit quelque chose? Poutou, le NPA, tout ça, 10h15 de présence. La Salle, ça vous dit quelque chose? Aussi, 5h10. Alors j'ai mis en comparaison Macron, 315h15. Fillon, 529. Alors, Fillon, je ne dis pas qu'il soit très content forcément des 529 heures passées sur son cas. Je ne sais pas. Oh, c'est inouï quand même. C'est quand même un traitement assez inouï. Mais ça ne choque pas grand monde. Il me semble que ça ne choque pas grand monde. Ça nous paraît assez évident. Voilà. Après, il y a le traitement inégalitaire dû à l'aisance médiatique. Il y a des gens qui sont plus à l'aise de parler en public que d'autres. Et je reprends juste cette phrase-là que j'ai prélevée dans un livre qui est génial de Bourdieu qui s'appelle « Sur la télévision ». Il dit, vous avez des professionnels du plateau, des professionnels de la parole et du plateau, et en face d'eux, des amateurs. Ça peut être des grévistes, des paysans, des ouvriers, des gens dont c'est pas le métier d'être sur un plateau télé, quoi. C'est d'une inégalité extraordinaire, et pour établir un tout petit peu d'égalité, il faudrait que le présentateur soit inégal, c'est-à-dire qu'il assiste les plus démunis relativement. Et c'est jamais ce qui se passe. Et c'est une des raisons qui lui a fait dire, j'arrête d'aller à la télévision, ça m'énerve. Je ne vais plus à la télévision. Je vous recommande chaudement d'ailleurs un documentaire qui porte sur Bourdieu, qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat ». Peut-être vous avez déjà vu ça, réalisé par Pierre Carle. Après, vous avez une autre forme de tri des faits et des experts, c'est de réserver un traitement inégalitaire, même quand les cas sont similaires. Alors là, après, le tout, c'est de décrypter la règle, en fait. Alors, je vous donne un exemple.
Les attentats de novembre 2015, je pense qu'ils sont encore gravement gravés dans votre mémoire. À Paris, c'était le 13 novembre, 130 morts, 413 blessés, dont beaucoup graves. Et vous vous rappelez sur Facebook, pour ceux qui y sont, j'y suis pas, mais moi j'ai pu le constater après coup, qu'il y avait une fonction safety check qui a été activée, qu'il y a eu le drapeau français qui a été encouragé à associer à son image, et que même Mark Zuckerberg l'a collé et tout, en soutien avec le peuple français. Et puis après, il y avait un hashtag Pray for Paris. Vous vous rappelez de ça? C'est récent. J'ai mis attentat avec un S, bon, il y en avait plusieurs à Paris, mais je me suis dit, ça vaut quand même le coup de faire savoir quelque chose que je ne savais même pas, je l'ai appris la même semaine, mais un peu plus tard, je l'ai appris par le Canard enchaîné encore, je vous le dis, parce que c'est une des sources d'informations que j'apprécie. Beyrouth, le 12 novembre, Beyrouth c'est au Liban, c'est pas très loin d'ici, hein. Et ben, il y a eu à peu près la même chose. Et tout le monde s'en est foutu complètement. En plus, c'était sordide, hein. Il y avait des kamikazes de Daesh, bourrés d'explosifs, qui sont rentrés dans une banlieue sud de Beyrouth, là. Et au milieu de la population, il y en a un premier qui a actionné la bombe, bam, plein de blessés, plein de morts, de la tripe partout. Tout le monde panique. Et puis au bout d'un moment, les gens se disent, bon, on va aller ramasser nos copains, quoi, et nos enfants, et nos parents, et ils reviennent. Et c'est là que le deuxième déclenche sa deuxième bombe. 43 morts, 230 blessés. Et là, ben, pas de safety check, pas de drapeau libanais sur Facebook, pas de pray for Beyrouth, rien, quoi. Les Libanais, on s'en fout un peu. Les Français, moins. Mais même du point de vue de Mark Zuckerberg. 2 poids, 2 mesures à des circonstances qui sont tout à fait similaires pourtant. Alors il y a une règle que vous sentez venir. Il y a la règle de la nationalité des blessés et des morts, et il y a la règle de la distance. Parfois certains ont même essayé de faire une règle physique, disant c'est un peu comme la gravitation, vous savez qu'il y a une règle en rapport inverse du carré de la distance, c'est-à-dire qu'elle décroît, mais elle fait plus que décroître avec la distance, elle décroît au carré. Ben là, il semble qu'il y ait une règle en raison inverse du carré de la distance aussi, et qu'un enfant qui disparaît en Ardèche vaut 3 enfants morts en Suisse, qui valent 53 morts en République tchèque, et on commence déjà à se foutre, c'est un peu loin. Et puis au Bangladesh, il en faut au moins 1000, et qu'il faut qu'une usine de textile s'effondre. Usine de textile qui travaillait d'ailleurs en grande partie pour des marques françaises, pour qu'on en parle du Bangladesh. Sinon, tout le monde s'en fout du Bangladesh, c'est trop loin. Pourtant, c'est les mêmes morts, c'est le même sang, c'est les mêmes tripes. Voyez, mais non, ça nous intéresse moins parce que c'est moins proche de nous. La question de la nationalité a d'ailleurs été abordée, ça lui avait valu pas mal de colibets et de critiques, par un penseur qui, si vous fréquentez encore beaucoup les questions de pensée critique et de zététique et de réflexion rationaliste, vous recroiserez probablement, c'est un gars qui s'appelle Noam Chomsky. Et Noam Chomsky expliquait dans un documentaire qui est assez génial, que vous pouvez trouver en ligne assez facilement, il expliquait sur le cas du 11 septembre 2001, on lui demandait son avis à chaud, quoi. Il disait qu'est-ce que vous en pensez, je crois que c'était quelques semaines après. Et il donne un passage, c'est un passage qui a été beaucoup discuté ensuite, mais moi je trouve ça assez limpide, hein. Écoutez bien. Toc. This is a historic event, but not, unfortunately, not because of the scale or the nature of the atrocity, but because of who the victims were. I heard about it from a local guy I know who's a local workman, works in the area. He just passed by and told me he'd seen it on television, so I turned on the radio to find out what's going on. But, and then, yeah, I mean, obviously a horrible atrocity, but, you know, I reacted pretty much the way people did around the world. Terrible atrocity, but unless you're in Europe and the United States, you know, we're Japan, I guess, you know, it's nothing new. That's the way the imperial powers have treated the rest of the world for hundreds of years. And this is a historic event, but not, unfortunately, not because of the scale, or the nature of the atrocity, but because of who the victims were. Je vous mettrai ce petit extrait en lien, ainsi que, vous savez, sur la page qui vous est réservée en tant qu'étudiant. Il y a une page avec un mot de passe. Et je vous dirai comment télécharger ce petit passage et le documentaire entier. J'ai trouvé sur Internet cette carte qui m'a bien fait marrer. Carte mondiale des tragédies, notre ressenti des tragédies en fonction du lieu. Alors vous voyez, en rouge, c'est « Oh, mais quelle horreur !» En jaune, c'est « Ah oui, c'est triste !» En vert, c'est « Ah, c'est la vie !» En bleu, c'est « Tiens, ça existe ce pays, là ?» Et en marron, on s'en fout. On prête d'ailleurs à François Mitterrand une phrase terrible à l'époque du Rwanda. On dit qu'il aurait dit oh, vous savez, un génocide dans ces pays-là, c'est pas très important. Je ne sais pas si c'est vrai.
Après, vous pouvez aussi, pour faire le tri, faire le focus, détourner un peu l'attention, faire un peu du storytelling, mais à partir de ce qu'on appelle les faits divers. Les faits divers, c'est vraiment une porte d'entrée géniale pour attiser le sentiment, parfois national, parfois la peur, parfois la joie, parfois Alors je vous donne cet exemple-là parce que je sens venir, que là on est à 2 semaines des élections, je sens venir qu'on va en voir jaillir je pense, une occurrence de faits divers qui probablement servira à accréditer des trucs un peu sécuritaires. En 2002, cet exemple-là était vraiment frappant. Juste avant l'élection, il y a un monsieur qui avait l'air tout gentil, très vieux, et pauvre. Je crois qu'il vivait dans une cabane ou dans une baraque. Il s'est fait cabosser par des voyous. Et évidemment, il y a des gens qui en ont fait une campagne telle que on estime que probablement l'arrivée au 2e tour du Front National doit en grande partie à ce fait divers-là. L'affaire de M. Paul Voise, qui lui n'y était pour rien, il s'était vraiment fait casser la gueule, mais l'instrumentalisation qui en a été faite a été violente. Je vous prédis, allez, à 80%, que dans les 2 semaines qui arrivent, il va bien y avoir un petit fait divers sympa, avec quelqu'un de gentil qui va se faire cabosser par des méchants, et que donc il faut vraiment remédier à ça, parce qu'il faut punir, un truc comme ça, je le sens venir. C'est pratiquement immanquable. Voilà, c'est ma petite prédiction. On verra si je me trompe. J'espère me tromper. Après, vous pouvez ne montrer qu'une partie choquante pour moraliser un peu artificiellement la situation. Je vous explique. Imaginez que vous avez une grève ouvrière, puis les gens ne sont pas contents parce qu'on les a maltraités depuis très longtemps, on les maltraite. Mais la maltraitance, c'est un peu comme une forêt qui pousse, ça ne se voit pas, quoi, vous voyez, donc ça ne s'entend pas non plus. Et donc les grévistes qui souffrent de leur situation, ça ne fait pas de belles images. Mais par contre, si un jour ils se fâchent et qu'ils s'en prennent à une préfecture, par exemple, ou qu'ils s'en prennent ils repeignent une façade de mairie, ou qu'ils cassent quelques outils ou leur outil de travail, alors là, ça fait des belles images et là, tout le monde en parle, vous voyez. Et c'est là qu'arrive généralement l'instituteur national à la télévision qui tente de moraliser le débat de manière un peu artificielle. Alors l'exemple le plus frappant, mais il y en a des dizaines comme ça, c'est l'exemple du traitement qui a été réservé à Xavier Mathieu de Continental, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en 2009, par M. Pujadas lors d'un JT. Je vous montre cet extrait. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter, là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter, crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? On les appelle parfois les chiens de garde, ces gens. Ouais. Qui font rentrer dans le rang. Alors ce qui est bien, c'est qu'à la fin, Xavier Mathieu, j'ai mal coupé la fin, mais puis il arrête de parler. C'est très rare que quelqu'un qui ne soit pas habitué à des plateaux télé soit capable de réagir avec autant d'à-propos, à refuser de répondre à sa question, d'encouragement à la paix sociale. C'est vraiment ça la question. Mais tout à l'heure, si on a le temps, je vous en montrerai un autre extrait. Il y a parfois quelques actes de résistance à l'injonction médiatique d'ordre et de paix sociale. 6e petite méthode, et avant-dernière de ma série-là, trier les sujets par conflit d'intérêts. Vous vous rappelez qu'au premier cours, je vous ai donné mes liens d'intérêt. C'est une des règles qu'on a au Cortex, de donner nos liens d'intérêt. Non pas parce que c'est pas parce que vous avez des liens d'intérêt, c'est-à-dire que vous avez peut-être des financements qui viennent d'une industrie ou qui viennent d'une structure privée, que ça fait forcément de vous quelqu'un de coupe-jarret ou bandit ou horrible menteur. C'est pas ça. Mais par contre, ça donne, quand vous les précisez à l'oral et quand vous les donnez en public, ça donne une grille de lecture à ceux qui vous écoutent. Si vous êtes financé par Thomson et que vous faites tel ou tel exposé sur du matériel, je sais pas, technologique, eh ben, les gens savent que vous avez peut-être un lien d'intérêt qui pourrait déformer vos propos vis-à-vis de Thomson. Si vous faites ça, si vous bossez pour Sanofi, c'est bon que les gens le sachent, parce que quand vous parlez de médicaments, ça peut créer un biais. Voyez. Donc nous, on les donne. Non, moi, je vous l'ai déjà dit, on n'en a pas. Et donc, on en a très très peu. Quand je dis très très peu, c'est qu'il y a parfois des structures qui sont semi-publiques, semi-privées. Par exemple, je fais un cours dans une école d'ingénieurs à Brest.
Et c'est une délégation de service public, donc c'est limite lien d'intérêt. Et comme nous, on est très précis là-dessus, je dois dire que c'est peut-être un lien d'intérêt. En même temps, je m'en fous complètement, cette école d'ingénieur, elle est sympa, mais je leur dois rien, quoi. Mais je vous le dis, on a ce petit lien-là, on fait ce cours-là à l'École nationale des ingénieurs de Brest. Mais en fait, elle est quasiment toute publique, donc bon, ça pose pas vraiment de problème. Mais il y a des gens qui ne les précisent pas. Et quand des gens font œuvre de journal télévisé, normalement, ils devraient le faire. Alors, je vous donne un exemple qui concerne notre éducateur à tous, notre ami Jean-Pierre Pernaut, sur TF1 à 13h tous les jours. Alors je vous montre un extrait. Encore, je dois cet extrait encore à Arrêt sur Image, qui œuvre depuis longtemps. Hein. Je ne suis pas archi inconditionnel d'Arrêt sur Image, mais n'empêche, ils produisent vraiment du beau matériel. Je vous en montre un petit bout, notamment ce qu'a produit Maja Neskovic. Maja Neskovic, une belle histoire d'amour entre une station de sport d'hiver et un présentateur de télé sur fond de course automobile. Voilà, et sur fond de vacances qui approchent, et vous l'avez remarqué, il fait un peu chaud pour un mois de décembre, et quand il fait chaud, ça veut dire qu'il n'y a pas de neige, et quand il n'y a pas de neige, c'est pas super pour les stations de ski, sauf pour les stations de ski qu'on nous montre dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut, où même quand il n'y a pas de neige, on fait comme s'il y en avait. Il faut monter très très haut pour avoir de la neige, mais les montagnards gardent quand même le moral avec à l'esprit un vieux dicton, neige tardive, neige massive, un peu comme l'an dernier. C'est promis, elle arrivera mercredi à Oron dans les Alpes-Maritimes. Gabriel Nata, Didier Laborde. Dans le village d'Oron, l'hiver a du mal à s'installer. Le jour, les températures sont plutôt printanières. Au bas des pistes, la neige n'a pas encore fait son apparition, mais rien d'anormal pour la saison. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Elle arrive toujours à l'heure. Nous sommes en train de préparer la saison au niveau des remontées mécaniques, donc tout ce qui est téléski, au niveau des pistes, donc aussi préparation de pistes, sécurisation, et au niveau de la neige pour que les canons marchent bien et pour qu'on ait une bonne qualité de neige. Ici, on se souvient que l'an dernier, la neige fut tardive mais abondante. Eh oui, on s'en souvient tous. Voilà, alors c'est vrai qu'on connaît l'affection de Jean-Pierre Pernaut pour les petites stations de montagne et pour la météo, mais quand même on a du mal à comprendre ce qui motive ce sujet. Alors on trouvait peut-être une explication dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui nous apprend que décidément Jean-Pierre Pernaut est plein de ressources, parce que quand il n'est pas dans la télé, il fait de la course automobile. Il a récemment participé à une course à Val Thorens, comme on le voit sur ces images de la chaîne Télé 8 Mont-Blanc, qui couvrait l'événement en novembre. Sauf que pour faire de la course automobile, il faut une automobile et puis il faut aussi des sponsors. Et en l'occurrence, Jean-Pierre Pernaut, il était sponsorisé par le Conseil général des Alpes-Maritimes, donc le département où se trouve la station bientôt enneigée d'Oron. Alors voilà, et vous l'avez vu, c'était marqué en grand sur la voiture. Et il est aussi sponsorisé par les stations de ski du Mercantour, donc Oron et Isola 2000, qui est la station aussi bientôt enneigée, qui est juste à côté, et qui avait ces autocollants sur les pare-chocs, et dont le Canard nous dit qu'elles ont généreusement investi près de 200 000 € dans la voiture de Jean-Pierre Pernaut. Cela dit, le journaliste qui a fait le sujet nous a assuré que ça n'avait rien à voir. Alors j'ai regardé, je me suis dit, tiens, quand même, déjà je savais pas qu'il faisait de la course automobile, c'est beau, très très beau. Budget 2007 du Conseil général, c'est votre argent, hein. Le mien est le vôtre, hein. C'est notre argent. Hein. Alors il y a des attributions par station, hein, dont j'avais mis le détail, etc., etc. Et là, 753 000 pour Oron et Isola 2000, dont 200 000 pour monsieur Jean-Pierre Pernaut. C'est sympa, hein. Et alors depuis, j'ai pas regardé depuis, mais par contre, j'ai plein d'étudiants à qui j'en ai parlé qui m'envoient à chaque fois, parce que je regarde pas Jean-Pierre Pernaut tous les jours, et à chaque fois qu'il fait ça, il m'envoie. Alors j'ai recensé qu'il avait récidivé le 5 juin 2011, le 27 novembre 2012, j'en ai 3-4 autres comme ça, et très dernièrement, le 19 décembre 2016 encore, où il a annoncé qu'Isola 2000, il allait faire beau, chaud, mais qu'il y aura quand même de la neige, donc il faut venir absolument. On appelle ça du marketing, mais sous couvert de journal télévisé. C'est pas très très joli, il faut bien le dire. Alors il y a une règle qui est assez connue, c'est même devenu proverbial, on dit qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Une des formes de lien d'intérêt qui peut nous amener à infléchir certaines de nos opinions dans les médias, c'est le fait qu'on ne veut pas déplaire forcément à ceux qui soit possèdent le journal ou le support, soit les gens qui font des annonces dedans, qui payent pour faire des publicités dedans. Donc on ne mord pas la main du propriétaire du média. Le problème, c'est que c'est vachement compliqué en France, que pour les médias de presse, notamment papier, ou pour les médias télé, c'est juste faramineux. Si je vous faisais le détail, vous tomberiez par terre. Et de toute façon, j'en suis incapable, ça change assez souvent. Mais pour le coup, il faut juste comprendre que TF1 appartient quand même à Bouygues, hein, qui est une entreprise de construction, que Alliance Vivendi est Lagardère, ça domine la télévision payante, que Dassault a 80% de la SOC Presse. Dassault, c'est
c'est marchand d'armes, tout ça, et les activités d'imprimerie. Lagardère achète Philippe. Vous voyez, ça vous fait un paquet. Et je suis très content parce que le Monde diplomatique a sorti il y a 1 mois ou 2 ou 3. Là, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault qui est devenu assez célèbre par le documentaire Merci Patron, qu'on avait passé ici l'année dernière et puis que plusieurs ont passé partout et qui a eu un certain succès. Et oui, j'ai marqué en bas, c'est pour que vous puissiez relire ce diaporama, hein, certains administrateurs du groupe Lagardère, par exemple, sont administrateurs aussi du groupe Bouygues. Arnaud Lagardère lui-même est administrateur de LVMH, qui appartient au groupe Arnaud, lequel est actionnaire de Bouygues. C'est génial, c'est complètement incestueux tout ça, c'est parfait, ça vous fait une carte comme ça. Et c'est inouï, quoi. Rares sont les pays où la concentration du pouvoir au niveau médiatique est aussi resserrée et interpénétrée. Alors il y a des conséquences. Bon, c'est difficile de savoir à court terme, mais dès que le temps se passe un peu, là j'avais expliqué ici pourquoi le magazine spécial d'investigation qui parlait du crédit mutuel, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015 avait été fortement malmené. Et maintenant on sait que c'est probablement dû au fait que cette banque partenaire du groupe Bolloré a aidé le nouveau patron de Canal+, Bolloré donc, à prendre le contrôle de Vivendi, la maison mère de la chaîne cryptée. Bon, tout ça, c'est des choses que vous pouvez décortiquer vous aussi. Hein. C'est pas très très dur, hein. Les données sont accessibles. Hein. Le problème, c'est que ça prend du temps. On ne mord pas la main non plus des annonceurs. Si j'appuie sur ça, on y passe, voilà. Il est suicidaire financièrement de faire la critique de ceux qui payent la pub de votre journal ou de votre site. Vous voyez, il est même suicidaire, vous avez peut-être pu vous en rendre compte maintenant, de critiquer Google quand vous faites une chaîne YouTube, par exemple. Et oui. Méthode pour savoir de qui le journal ne fera pas la critique, vous regardez la pub dans le journal. Vous prenez un journal, bon là, j'en ai pris un où il n'y a pas de pub, bon, mais vous prenez, je sais pas, mais que ce soit Science et Vie ou le Figaro, prenez le Figaro, vous ouvrez, vous regardez, et vous verrez, il y a des pubs pour le champagne Moët, pour généralement Dior, et vous savez qu'il est assez peu probable qu'il y ait une critique qui sorte sur les gens qui relèvent de ces entreprises-là. Sinon, ils retirent leurs pubs. Ils auraient quel intérêt à mettre des pubs, à payer pour mettre des pubs dans un journal où on dit du mal d'eux. Vous voyez ? Donc, si vous voulez savoir de qui ils diront pas du mal, regardez qui fait les pubs dedans. Et puis, il y a une méthode en plus, c'est ne lire que la presse sans annonceur. Et il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, il faut la défendre. Et si vous ne pouvez pas la lire, au moins achetez-la ou offrez-la. Et parce que ça se lit bien, hein. Franchement, moi, je suis abonné à 7 ou 8 journaux, peut-être 9 journaux. La moitié d'opinions que j'aime bien, et la moitié d'opinions complètement opposées aux miennes pour pouvoir éviter le biais de sélection des informations, comme je vous ai toujours encouragé à le faire. Alors je vous vante quand même les mérites du Canard enchaîné, qui s'autofinance et depuis un siècle, et qui est ma lecture du matin. Je vous encourage à lire Prescrire, c'est un peu plus technique, mais c'est pour ceux qui sont médecins ou qui sont professionnels de santé. C'est la seule revue médicale au monde indépendante des industries. C'est grâce à elle qu'il y a parfois certains scandales qui sortent. Je vous encourage à lire une presse locale complètement aussi non inféodée aux publicitaires qui s'appelle Le Postillon. Là, vous avez une presse alternative à Grenoble. C'est cool. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec, mais n'empêche, vous avez plein d'informations dedans qui circulent, qui changent un peu du ton un peu qui oscille entre bouilli et chien écrasé qu'on peut trouver dans le Dauphiné libéré, par exemple. Je ne sais pas si vous lisez le Dauphiné libéré, mais c'est quand même assez fadasse, quoi. Le Postillon, c'est beaucoup plus corrosif. Et pour les gens qui sont de Savoie, qu'ils se réjouissent, il y a aussi maintenant un nouveau journal alternatif, comme on dit, qui est non inféodé aux publicitaires et qui s'appelle Polenta. Voilà, je vous encourage à feuilleter tout ça. Ça se trouve assez facilement. On ne mord pas la main du propriétaire, on ne mord pas la main des annonceurs, on ne mord pas non plus trop fort la main de notre conjoint ou notre conjointe. Et oui, parce qu'en fait, souvent on se dit, mais les médias sont inféodés aux politiciens, ou l'inverse, les politiciens sont inféodés aux industriels. Il faut se rendre compte qu'en fait, personne n'est inféodé à personne. Au final, ils ont tous la défense de la même classe sociale parce qu'ils sont presque tous émoulus des mêmes endroits, des mêmes écoles, des mêmes structures. C'est pas des gens qui sont nés à la Villeneuve pour la plupart d'entre eux, hein, si vous voulez. Hein. Ils ont souvent fait leurs études à Louis le Grand. Puis après, ils se marient entre eux. Mais ça se voit en plus. Enfin, vous avez une des grandes journalistes des années 80, 90, 2000 qui s'appelle Christine Ockrent. Et puis vous notez un ancien ministre, multiministre d'ailleurs. Là, vous en voyez un. Alors, eux, je crois qu'ils sont plus ensemble, je crois. Je suis désespéré de vous apprendre ça. Ils sont plus ensemble. Eux non plus. Tiens, ils sont plus ensemble non plus. Et eux, c'est non plus. Mais lui, là, il y a des raisons. Il y a quand même des raisons un peu particulières, quoi. Bon, pour ceux qui ont vécu au pôle Nord pendant les 10 dernières années, sachez que Dominique Strauss-Kahn a été embêté dans une histoire qui s'appelle l'histoire du Sofitel.
Histoire tout à fait sordide d'ailleurs, hein, se dit en passant. Et puis vous pouvez trier les experts. Il y a une sorte de nouvelle catégorie qui s'est créée avec le temps, qu'on appelle les experts, des gens qu'on invite sur les plateaux télévisés pour discuter. Alors il y a aussi les chroniqueurs, qui est une autre espèce un peu bizarroïde, hein, qu'il faudrait plutôt discuter de manière approfondie, mais là je vous parle juste des experts. Il y a une sous-représentation des thèses dites hétérodoxes à la télévision, parce que les experts sont pratiquement toujours du même milieu, et a priori toujours à peu près d'accord sur ce qu'ils racontent, notamment sur les questions économiques. Il est très rare d'entendre des discours économiques qui ne soient pas de type au moins néolibéral, quoi. Vous avez rarement des thèses un peu dissidentes là-dessus, ce qui a d'ailleurs amené à la création de collectifs d'économistes, notamment un qui s'appelle le collectif des économistes atterrés. Vous pourrez regarder en détail ce qu'ils produisent. Et donc à la télévision, il y a un documentaire qui s'est monté sur cette histoire d'experts qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », qui a une histoire assez particulière, ce documentaire. Je l'avais passé ici quand il était sorti en 2011. Et je vous ai mis un petit extrait là qui vous montre comment aussi ce petit marigot voit toujours les mêmes petits crocodiles nager dedans. La plupart des téléspectateurs souhaitent que les informations leur soient exposées, non par toujours le même présentateur, mais par des spécialistes des différents problèmes internationaux, économiques, sociaux, judiciaires, parlementaires. C'est pourquoi le présentateur sera transformé en une sorte de meneur de jeu qui devra s'effacer pour laisser la place soit aux images, soit aux meilleurs spécialistes d'une question. J'espère, je crois, que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Voulez-vous dire par là, M. Becquet, Le rêve d'Alain Perfit est devenu réalité. Ce spécialiste qu'il décrit, garant de l'objectivité et de la dépolitisation de l'information, est aujourd'hui l'invité permanent des plateaux de télévision, des émissions de radio et des colonnes de journaux. On l'appelle l'expert. Économiste, sociologue, politologue, intellectuel, ces titres universitaires donnent à ses affirmations le brillant de la science. Mais le cénacle des experts est très restreint. Tous médias confondus, ils sont à peine une trentaine. D'une émission à l'autre, ils se croisent, se remplacent, se retrouvent, se succèdent, pour répondre à toutes les questions que les journalistes aimeraient que nous nous posions. Alors avec nous ce soir, un économiste expert français qui connaît bien ces problèmes. Vous publiez à la main Qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de 2008 ? Bon, d'abord, que c'est intéressant. On est un peu décroché sur les jeunes et sur les gens de plus de 50 ans. Monsieur Lorenzi. La question est claire, nette. Jean-Hervé Lorenzi. Sur le diagnostic, je suis stupéfait qu'on puisse ne pas être d'accord. Vous, Nicolas Bavray, est-ce que j'ai envie de poser la première question ? Aussi Nicolas Bavray, historien et économiste. Et enfin, Jacques Attali, président de Planète Finance. Donc, bonjour Jacques Attali, il est 17h47. Je pense vraiment qu'il faut replacer tout ça dans le contexte de l'évolution mondiale. Alors, où on décide. À vos côtés, Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS. Est économiste, directeur de recherche au CNRS, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, Michel Godet est professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Après, il fouille un petit peu dans le documentaire, un cas parmi tous les autres, et le décortique. Donc, Les Nouveaux Chiens de Garde, je vous encourage à regarder ça, hein, réalisé par Balbastre et Kergoat. On a fait les tri des faits, des experts, tri du temps de parole, tri par le temps, par l'aisance médiatique. On a vu plein de systèmes. Il y a d'autres manières aussi d'affaiblir ou au contraire aider certaines presses par rapport à d'autres ou certains supports médiatiques par rapport à d'autres. Sur la presse papier, il y a un système qui existe depuis presque, je compte, ça doit faire 220 ans, qui s'appelle le système des aides à la presse papier, qui a été mis en place pour tenter, je cite, de favoriser un certain pluralisme du paysage médiatique. Donc il y a de l'argent, c'est le vôtre et le mien d'ailleurs, qui est mis, 400 millions par an, pour encourager un pluralisme dans l'offre. D'accord ? Et alors, j'ai découvert ce problème il n'y a même pas 5-6 ans. Je ne savais même pas qu'on donnait des sous comme ça à la presse. En fait, j'aurais mieux fait de ne pas la prendre parce que ça m'a mis fichtrement en colère quand j'ai constaté que
ceux qui reçoivent le plus, de l'ordre de 16 millions, ça c'est le chiffre de 2015 il me semble, hein. 16 millions pour le Figaro, 16 millions pour le Monde, et qui écrasent largement tous les autres, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin, mais bon, peu importe. Après vous avez Ouest France, Aujourd'hui en France, etc. Et après, vous avez Télé 7 jours, Téléstar, vous avez Télé Loisirs, qui reçoivent une dotation. Bah regardez, je sais pas, Téléstar, c'est 5 millions, quoi. 5 millions par an. Sympa, non? Je vois pas où est la pluralité de la presse en subventionnant Téléstar. Il manque Closer, effectivement, qui a fait une montée absolument faramineuse en 2017 ou en 2016, je crois. Closer, qui est aussi certainement un témoignage du pluralisme du paysage médiatique français. Remarque, j'ai pas beaucoup lu Closer, moi, donc je sais pas trop, mais c'est pas terrible. Bon, ok, c'est pas terrible. Voilà, parmi les 30 titres les plus aidés, 5 titres de télé. Enfin, par désyncrétisation de l'information. Ce point-là, et je pense qu'il faut que vous le gardiez, j'ai pas trouvé de meilleur mot pour ça, c'est le terme qu'on utilise dans notre jargon, désyncrétiser l'information. Ça veut dire ne donner que la surface et ne pas donner la profondeur d'un problème, et de rester au vernis, quoi. Juste rester au vernis. Alors j'ai mis ici comme exemple, j'aurais dû prendre un pointeur, j'en ai pas pris, les presses quotidiennes régionales, ce qu'on appelle les PQR. Ici, c'est le Dauphiné Libéré, mais vous allez dans l'Ouest et Ouest France, vous allez la Dépêche du Midi, le Lorrain, en Lorraine, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Bref, il y en a plein, il y en a dans chaque région, hein. Avec des petites variantes. Par exemple, le Dauphiné Libéré, vous avez une version pour la Drôme, une version pour chez nous, ici. Enfin, voilà. Il y a des petites variantes. Et ce qui est assez amusant de constater dans ces journaux-là, c'est qu'on reste toujours en surface. Et l'exemple le plus frappant pour moi, c'est les grèves. Quand vous prenez les grèves, à chaque fois, le traitement des grèves n'est fait qu'à l'aune des dégâts et des emmerdes occasionnés pour les autres. Avec souvent une rhétorique à l'œuvre qui vient dessus, qui est celle de la prise d'otage. Oh, on nous prend en otage, la SNCF est en grève, on nous prend en otage, c'est terrible. Je n'ai pas pu aller à l'école. Oh, vite un témoignage de Madame Michu. Oh oui, je n'ai pas pu aller amener mon gamin à l'école ce matin parce qu'il y avait la grève. Bon. Et vous, monsieur Trucmuche, ah, c'est parce que je ne suis pas content, parce que vraiment, il y en a marre des grèves, il y en a marre. Et hop, fin du docu, fin de la séquence, quoi. Aucune analyse, la plupart du temps, l'immense majorité des cas, aucune analyse en profondeur sur pourquoi les gens font grève. Parce qu'il faut bien se rappeler que les gens qui font grève sont des gens comme nous. Et si on était à leur place, moi je prends toujours ce principe-là, je me dis, si j'étais à leur place, est-ce que je ferais grève moi aussi? Bah, si j'ai pas trouvé d'autres moyens, bah, probablement oui, en fait. Et je défendrais moi les intérêts qu'on me gruge ou les intérêts qu'on me rogne à chaque fois. Donc il y a probablement des raisons qui font que ces gens font grève. Mais si on les présente pas, on risque pas de créer une connivence entre les différentes classes. Si les ouvriers qui sont en grève pour Continental, qu'on a vu tout à l'heure, si on nous présente que les dégâts qu'ils font, ça me donne pas, moi, en tant qu'enseignant ici, envie de les rejoindre. Par contre, si on m'expliquait la souffrance qu'ils ont derrière, je me dirais, non, mais il faut que je sois solidaire avec eux, quoi. J'ai bien l'impression que la presse quotidienne régionale, son rôle, je ne sais même pas si elle s'en rend compte, c'est d'essayer d'éviter des ponts, quoi. Ne serait-ce qu'en n'expliquant pas qu'est-ce qui fait que les gens sont fâchés ou mécontents. Les grèves, elles ne viennent pas pour rien. Une grève, ça veut dire que vous perdez de l'argent, que vous avez du mal à boucler la fin du mois, que tout le monde vous engueule. Et c'est pas facile à mener pour ceux qui en ont mené. Je sais que l'année dernière, certains d'entre vous ont mené des grèves plutôt copieuses d'ailleurs. Mais je prends un autre exemple de désyncrétisation qui n'est pas centré sur la presse quotidienne régionale. Mais là, j'ai pris un site à l'arrache, j'ai pris RTL, quoi. Vous voyez, quand on voit un titre comme ça, Syrie, le raid français contre Daesh a tué 30 djihadistes. Ben, je sais pas vous, mais moi j'ai fait 8 ans d'études après le bac. Je suis pas réputé lent du cerveau, je suis plutôt cultivé, et je vois ça, je comprends rien. Je sais pas vous, moi je pige rien. Syrie, le raid français, alors le raid français quoi, c'est nous, ça veut dire que c'est nous qui intervenons. On a mandat au moins de qui? De l'ONU? Peut-être, ouais, j'espère. Enfin, j'en sais rien en fait, parce que je me suis pas trop documenté. Contre Daesh, ah oui, Daesh, ça je vois, c'est une espèce de pieuvre. Avec des grosses dents. Bon, une pieuvre avec des dents, c'est rare quand même, mais avec un petit bec, quoi. Et qui fait peur, comme ça. Et elle a tué 30 djihadistes. Et les djihadistes, c'est facile, c'est les méchants qui sont dans la pieuvre. Voilà. Ils sont djihadistes, quoi. C'est mal. Tac, paf. Et en fait, j'ai rien compris. J'ai pas avancé. Je mâche ça, puis je fais bon, ben ok, puis voilà, quoi. Et j'en fais rien. Et il n'y a rien dans l'article qui me permet de comprendre les enjeux, le pourquoi, le comment. En fait, pour comprendre les enjeux, le seul moyen, c'est de se tourner vers des presses qui sont beaucoup plus compliquées à lire. Enfin, pas si compliquées à lire, mais franchement, vous voulez comprendre la Syrie, c'est pas en lisant la brève d'RTL ici, hein, il faut aller prendre Le Monde diplomatique,
et vous tapez un article austère où il n'y a pas trop de BD au milieu et pas trop de machin, et puis il y a beaucoup d'écriture avec des notes de bas de page, et puis... mais là au moins vous savez que vous en avez pour votre pognon, quoi. Vous en avez pour le temps que vous y consacrez, quoi. Il y avait d'ailleurs l'ancien du monde diplomatique qui s'appelait Ignacio Ramonet qui disait, je crois que c'est lui, qui disait savoir fatigue. Vouloir savoir, ça fatigue. Ça, c'est fait pour pas se fatiguer, RTL. C'est pour nous donner l'impression qu'on s'est cultivé en sciences politiques. Qu'on a l'impression d'en savoir plus sur la Syrie avec ça. Mais c'est complètement désyncrétisé, on ne sait rien, on n'explique rien. Et on ne sait même pas ce qu'il y a marqué sur le drapeau. Vous voyez, alors j'essaie d'apprendre l'arabe en ce moment, rien que pour ça, pour apprendre à décrypter ce qu'il y a sur les drapeaux. Parce que je suis sûr que là, on pourrait marquer Richard, mon voisin, est un abruti sur le drapeau, je ne verrai même pas parce que je ne lis pas l'arabe. Vous voyez, donc ça se trouve, on m'a pris une image qui ne correspond même pas à... J'en sais rien, j'ai aucun moyen de contrôle, si vous voulez. On pourrait très bien m'enfumer là-dessus, je ne peux même pas le contrôler. Donc ça m'énerve. Les luttes sociales sont l'exemple parfait pour ça. En ce moment, je vous ai mis, bon, il y a eu Continental, c'est un peu vieux, le Jabi, Alstom, Whirlpool en ce moment, je pense que vous connaissez. Vous avez les émeutes des banlieues. Il en a parlé très bien tout à l'heure, le garçon, là, Abdel, qui n'a pas donné son nom de famille. Abdel, il parlait de ça, le fait qu'on qualifiait les émeutes, qui sont pourtant des révoltes sociales d'une classe sociale bien particulière, on les qualifie d'émeutes avec des gens qui sont des racailles, qu'il faut nettoyer au Karcher, etc. Pourtant, on ne nous donne pas le fin mot de pourquoi, en fait. Comment se fait-il que moi, ça ne me vienne pas à l'esprit de brûler des bus ou de casser des abribus? Pourquoi vous, ça ne vous viendrait peut-être pas forcément à l'esprit non plus? Pourquoi il y a toute une catégorie de gens à qui ça vient à l'esprit? Qu'est-ce qui a manqué à ces gens? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pas besoin et que eux l'ont? Comment ça se fait, quoi? Pourtant, on habite à 200 mètres. Posons-leur peut-être la question, ils sont rarement interviewés, on ne passe pas beaucoup de temps à leur demander le pourquoi de leur colère. Je crois que je vous ai mis aussi cet exemple-là. L'année dernière, vous vous rappelez peut-être, manifestation contre la loi travail. Je ne suis pas sur la photo, mais je n'étais pas très loin en fait, dans cette manif-là. Je n'étais pas très loin, j'étais en vélo avec ma carriole et un bébé dedans, alors je n'ai pas fait le malin quand même. Et voilà. Et là, vous avez un bon exemple. Pour ceux qui étaient, il faut se rappeler de... Vous discuterez entre vous pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé place Notre-Dame quand même. Mais on s'est retrouvé place Notre-Dame et à se prendre des gaz lacrymaux. Il y avait des gaz lacrymogènes partout dans les ruelles de Grenoble. C'était assez étonnant, quoi. C'est rare. Et quand vous lisez le Dauphiné libéré, au cas où vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous lisez violents affrontements à Grenoble, une douzaine d'interpellations et rien sur le pourquoi, rien sur le comment, rien sur le fait que les gens qui étaient là étaient contre une loi que vous connaissez, la loi travail, qui mérite peut-être dans une certaine mesure d'être contestée, sauf qu'il n'y a aucun moyen de la contester. Donc les gens trouvent ce qu'ils peuvent pour s'exprimer, puis ils vont là. Ça c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, n'empêche qu'il n'y a pas d'autres moyens, donc ils sont là, et en fait l'article ne vous présente pas ça. Donc vous ne pouvez pas vous faire une opinion fiable, vous voyez que des violents affrontements, et des fois on vous met un petit encart avec un monsieur cagoulé, et on comprend que y a des méchants ultras, probablement, dedans. Et on nous construit un peu, vous voyez, un truc assez simpliste, quoi, un truc un peu binaire, un truc simple. La presse quotidienne régionale est très forte pour faire ça. Sur les émeutes des banlieues, si j'avais amené un petit extrait encore des nouveaux chiens de garde que je trouve assez éclairant sur le sujet, je vous montre ça. Selon les renseignements généraux, le nombre de quartiers sensibles en France serait beaucoup plus important. Les quartiers où vivent les classes sociales les plus défavorisées sont devenus un vaste marché à faits divers. Jour après jour, année après année, le commentaire médiatique abandonne les réalités sociales et économiques pour ne se focaliser que sur quelques sujets. Drogue, délinquance, immigration, violence. Bientôt, cette muraille devrait être rasée. En attendant, elle abrite le plus grand marché du cannabis de France. Une tour et des blocs d'immeubles au sud de Paris, devenus en quelques mois le théâtre d'une violence quotidienne. Incendie dans les parkings, agressions et braquage d'un supermarché. Une cité où, à force de misère, de chômage, d'insécurité et de repli sur soi, l'ordre social et moral est aujourd'hui imposé par la religion, la première pratiquée à Trappes, l'islam. Clichy-sous-Bois s'est de nouveau embrasé. Lorsque des révoltes éclatent dans ces quartiers populaires, comme en octobre 2005 ou en novembre 2007, les médias, bien sûr, envoient en masse leurs caméras, leurs micros, leurs envoyés spéciaux au spectacle des voitures en flammes et des tirs de flashball. On a tout dit dans la presse et à la télévision depuis presque 2 semaines sur les causes possibles d'une telle violence. Il y a des bandes organisées, des bandes criminelles. Il y a tout simplement des jeunes désœuvrés, sans éducation, culture, chômage, pauvreté, violence gratuite. Les raisons avancées par les journalistes pour expliquer ces révoltes ne remettent que rarement en cause les évidences méthodiquement fabriquées par eux d'une jeunesse sans repère et d'un communautarisme en voie de s'affranchir des lois de la République. Et alors, très vite, vient le moment du rappel à l'ordre. Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichy qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit?
Mais ça a été déjà dit de toute manière, et on le redit tous Bah, les on jours. veut bien vous entendre le dire. on le- Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous, et on va se retrousser les manches Bah, pour autre si chose vous- plus tard. Si je sais pas, moi. si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils sont pas devant leur poste. Ça sert à rien. Non, mais Donc, excusez-moi. On peut faire de Donc, l'humour mais- avec tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, je fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de clichois qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments terribles. Et on a l'impression que vous me dites. si qu'on vous n'a les pas niez, fait notre- Non, mais ça a été il y a un fait gros tout problème. ça. Est-ce que vous craignez de vous Fidèle. positionner par rapport à une position calme? Mais je suis calme. Non, mais vous êtes calme, mais vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça sert à rien de foutre le feu à la ville. Donc Vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous. Les chefferies éditoriales se vivent et se consacrent comme des élites. Et elles se vivent et se consacrent comme des élites qui sont distinctes du peuple et ont en charge son éducation. Et l'éducation du peuple, évidemment, c'est l'éducation à la paix sociale, c'est l'éducation au statu quo, c'est ce qui appelle violence, non pas la violence de l'injustice sociale, mais n'importe quel acte de révolte qui se traduise ou non par un bris de vitrine. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens plus ou moins efficaces, plus ou moins convaincants, mais parfaitement visibles de l'ordre social existant. Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Est-ce qu'on admet que... Je coupe pour que ce soit pas trop long, mais le monsieur qui parlait juste avant et qui parlait de gardien de la paix sociale s'appelle Henri Malheur, c'est le fondateur de Action Critique Média, plus couramment connu sous le nom de Acrimed. Vous pouvez retrouver non seulement leurs publications, mais également certains goodies comme ce fameux t-shirt que je porte, qui vient de chez Acrimed. Voilà, Henri Malheur.